« Papa, puis-je manger avec toi ?» La voix était si douce qu'elle se perdit presque dans le murmure feutré et élégant du restaurant. Le tintement des verres, les conversations à voix basse et la musique instrumentale semblaient tout envelopper dans une bulle de luxe distant, jusqu'à ce que cette question transperce l'air comme une flèche directe au cœur. Le magnat leva lentement les yeux. Devant lui, les petites mains jointes à la hauteur de la poitrine et les grands yeux remplis d'un mélange d'espoir et de peur, se tenait une petite fille des rues. Sa robe beige était un peu froissée, ses sandales usées, ses cheveux blonds emmêlés par le vent. Mais ses yeux avaient quelque chose que le magnat ne put ignorer. Sur la table, un plat soigneusement décoré. Une coupe de vin blanc brillait sous les lumières chaudes du jardin. Tout était parfait, tout était à sa place, sauf cet enfant, et pendant quelques secondes qui parurent éternelles, personne ne respira. Derrière le magnat, un couple élégant ouvrit des yeux étonnés. Une autre femme porta la main à sa bouche comme si elle assistait à quelque chose d'interdit. Un homme murmura quelque chose à propos de la sécurité. L'ambiance se tendit, mais le magnat ne regardait personne d'autre, seulement elle. La petite fille reprit la parole presque dans un murmure. « Je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais je promets de ne pas déranger. » Le silence devint plus lourd que l'or, et à cet instant, quelque chose remua à l'intérieur du magnat, quelque chose qui dormait depuis des années. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette simple question l'obligerait à affronter une vérité qu'il avait évitée toute sa vie, et ce que cet enfant portait en elle changerait son destin pour toujours. Si cette histoire a déjà touché quelque chose dans votre cœur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune histoire qui transformera votre manière de voir le monde. Et avant de continuer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous écoutez cette histoire. Nous voulons vous lire. Le magnat regarda de nouveau son plat, puis la petite fille, et au lieu d'appeler le serveur, il fit quelque chose qui laissa tout le monde sans voix. Il recula légèrement sa chaise. « Assieds-toi » dit-il à voix basse. La petite fille ne bougea pas au début. Elle semblait ne pas le croire. « Vraiment » demanda-t-elle. « Oui, mais dis-moi d'abord ton prénom. »« Élise. » Le magnat sentit une pression étrange dans sa poitrine. Ce prénom avait des échos du passé. Des échos qu'il avait tenté de faire taire pendant des années. Élise s'assit avec précaution, comme si elle craignait qu'à tout moment quelqu'un ne change d'avis. Ses mains étaient petites, un peu sales, mais tremblaient plus de nervosité que de froid. Le serveur s'approcha précipitamment. « Monsieur, ce n'est pas approprié. » Le magnat leva une main sans le regarder. « Apportez-lui un plat identique au mien. » Le murmure autour augmenta. Certains regardaient avec désapprobation, d'autres avec une curiosité morbide, certains avec une surprise sincère, mais le magnat ne quittait pas des yeux la petite fille. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il d'un ton sérieux. Élise baissa le regard. « Je n'ai pas de papa et maman est malade. » Cette phrase frappa plus fort que n'importe quelle critique sociale. Le magnat sentit un nœud dans la gorge. Ce n'était pas de la culpabilité, pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. Car dans ses yeux, il y avait quelque chose qui lui était familier, un mélange de fierté et de faim, de dignité et de besoin. « Quel âge as-tu » ? 5. 5. Exactement le même âge qu'aurait sa fille s'il n'avait pas laissé l'orgueil détruire son mariage des années auparavant. La pensée apparut sans permission. Le magnat avait bâti des empires, signé des contrats d'1 million d'euros sans hésiter, licencié des cadres sans ciller, mais à ce moment-là, il ne savait pas quoi faire avec une petite fille qui voulait juste partager une table. Le plat arriva. Élise le regarda comme un trésor, mais ne commença pas à manger immédiatement. Elle regarda d'abord le magnat. « Tu es sûr que je peux ?» Le magnat hocha la tête et quand elle prit la première bouchée, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce n'était pas la scène, ce n'était pas les regards des autres, ce n'était pas le geste de charité, c'était la manière dont elle fermait les yeux en goûtant la nourriture, comme si c'était le meilleur cadeau du monde, comme si elle n'y était pas habituée, comme si chaque bouchée était un miracle. Et le magnat sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La honte, non pas de posséder de l'argent, mais de n'avoir jamais regardé au-delà de ses propres murs. « Tu manges toujours ici ?» demanda-t-il. Élise secoua la tête. « Seulement quand quelqu'un me laisse rester près. Parfois, je pars avant qu'on me chasse. » Le magnat serra les lèvres. « Et aujourd'hui, pourquoi t'es-tu approché de moi ?» La petite fille hésita, le regarda fixement. « Parce que tu ressemblais à quelqu'un que je connaissais. » Le cœur du magnat fit un bond. « À qui ?»« À mon papa, » murmura-t-elle. Le monde sembla s'arrêter. À une autre table, quelqu'un laissa tomber une fourchette. Le magnat sentit l'air devenir plus dense. « Ton papa est... Je ne sais pas, » répondit Élise avec une sincérité qui faisait mal. «
Maman dit qu'il est parti quand j'étais bébé. Mais je crois qu'un jour il reviendra. Le magnat détourna le regard un instant, non pas parce qu'il ne voulait pas la voir, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, il craignait que quelqu'un ne le voie lui, à l'intérieur. « Et s'il ne revient pas ?» demanda-t-il presque dans un murmure. Élise haussa les épaules avec un mélange d'innocence et de maturité forcée. « Alors j'apprendrai à être courageuse toute seule. » Cette phrase traversa le magnat comme un miroir, car il avait appris à être fort, mais pas courageux. La différence était énorme. Fort, c'était fermer son cœur. Courageux, c'était l'ouvrir. Et à cet instant, le magnat commença à soupçonner que cette petite fille n'était pas arrivée à sa table par hasard. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui l'obligerait bientôt à affronter le passé qu'il avait enterré sous des contrats, des voyages et le silence. Élise continua à manger lentement, avec éducation. Elle ne dévorait pas, elle ne demandait pas plus, elle remerciait juste avec les yeux. Et le magnat sentit que chaque seconde passée à ses côtés démontait une partie de l'armure qu'il avait construite pendant des années. Cependant, ce qu'il ne savait pas encore, c'est que quelqu'un, non loin de là, observait la scène avec des larmes contenues, et cette personne connaissait un secret qui changerait tout, car cet enfant n'avait pas choisi cette table par hasard, et cette soirée ne serait pas un dîner ordinaire. Ce serait le début d'une vérité que le magnat n'aurait jamais imaginé entendre. Et quand cette vérité éclaterait, plus rien ne serait comme avant. Élise termina le premier plat avec une délicatesse qui ne correspondait pas à la vie qu'elle semblait mener. Elle ne laissa rien, ne demanda pas plus, but juste une petite gorgée d'eau et regarda le magnat comme si elle remerciait quelque chose de bien plus grand que la nourriture. Le magnat n'était pas habitué à ce genre de regard. Il était habitué aux regards intéressés, aux regards calculateurs, au regard qui évaluait ce qu'il pouvait obtenir de lui, mais pas celui-là. C'était un regard pur, un regard qui ne demandait pas d'argent, seulement de la présence. « Ta maman sait que tu es ici ?» demanda le magnat, essayant de garder une voix ferme. Élise secoua doucement la tête. Elle se repose. Quand elle se réveille, elle a très mal à la poitrine et elle est fatiguée. Le magnat sentit une pression inconfortable dans son estomac. « Elle est malade ?» La petite fille hocha la tête. Elle dit que c'est quelque chose au cœur, mais je crois que c'est de la tristesse. Cette réponse n'était pas celle d'une enfant de 5 ans. Le magnat retint sa respiration un instant. Tristesse. Ce mot lui était trop familier. Il avait vu la tristesse sur le visage de la femme qu'il avait aimée. Il avait vu la tristesse quand il avait décidé de prioriser les contrats sur les anniversaires. Il avait vu la tristesse le jour où il avait entendu le mot divorce, mais il avait décidé de ne pas regarder en arrière. Le magnat avait transformé la douleur en productivité, l'abandon en ambition, la culpabilité en expansion commerciale. Et maintenant, une enfant devant lui parlait de tristesse comme si c'était une maladie physique. « Où habitez-vous » demanda-t-il avec prudence. Élise désigna la rue principale. Dans une petite chambre, maman dit que c'est temporaire. Temporaire. Le magnat connaissait bien ce mot. Bien des fois, il avait dit que son absence était temporaire, que ses voyages étaient temporaires, que sa distance était temporaire. Mais les années n'étaient pas temporaires, les blessures non plus. Le restaurant restait silencieux. Certains convives faisaient semblant de ne pas regarder, mais personne n'était indifférent. Le magnat remarqua qu'une femme au fond les observait attentivement. Ce n'était pas un regard curieux, c'était un regard intense, comme si elle attendait quelque chose. « Ta maman travaille ?» demanda-t-il. Élise hésita. « Avant oui, maintenant elle ne peut pas beaucoup. » Le magnat commença à sentir que chaque réponse ouvrait une porte qu'il préférait garder fermée. « Et comment mangez-vous » Élise le regarda avec une honnêteté brutale. « Parfois nous mangeons, parfois non. » La phrase tomba comme une sentence. Le magnat avait des investissements dans 3 pays, des comptes qui grossissaient même pendant son sommeil, des propriétés qu'il ne visitait même pas. Et devant lui, il y avait une petite fille qui mesurait sa vie en « parfois. Parfois nous mangeons, parfois non. » Pour la première fois depuis des années, le magnat sentit que le succès ne comblait aucun vide réel. « Pourquoi t'es-tu approché de ma table précisément ?» demanda-t-il avec douceur. Élise le regarda fixement. « Parce que tu étais seule. » Cette réponse le prit au dépourvu. Le magnat regarda autour de lui. Il y avait des gens, il y avait du bruit, il y avait du luxe, mais oui, il était seul. « Et quand quelqu'un est seul, » continua Élise, « il a besoin de compagnie. » Cet enfant ne demandait pas de nourriture, pas d'argent, pas de charité. Elle offrait quelque chose, sa présence. Le magnat baissa le regard, se rappelant des nuits dans des hôtels 5 étoiles
où le silence était plus bruyant que n'importe quelle ville. Il se rappela des longues tables avec des cadres où personne ne parlait de rien de réel. Il se rappela l'écho de sa propre maison vide et comprit quelque chose d'inconfortable. Il avait construit une vie entourée de gens, mais sans personne. « Tu as peur d'être seul ?» demanda-t-il. Élise secoua la tête. « Non, quand je pense que mon papa pourrait être quelque part en train de penser à moi. » Le magnat sentit l'air devenir plus lourd. « Il te manque ?» demanda-t-il. Élise hocha la tête. « Même si je ne le connais pas, oui. » Cette phrase fut comme un miroir impitoyable, car le magnat savait ce que c'était d'être regretté par quelqu'un qu'il avait décidé de ne pas voir. Il savait ce que c'était qu'une fille demande pourquoi papa n'était pas là. Il savait ce que c'était d'écouter des excuses et de choisir le travail. Le passé commença à frapper à la porte de sa conscience, mais il ne savait pas encore que cette porte était sur le point de s'ouvrir complètement. Soudain, Élise fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit sa petite main vers celle du magnat. « Merci de m'avoir laissé m'asseoir avec toi. » Le contact fut minime, mais suffisant. Le magnat ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait pris la main sans attendre quelque chose en retour. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti de la tendresse sans stratégie. À cet instant, le serveur revint mal à l'aise. « Monsieur, le gérant veut vous parler. » Le magnat leva les yeux. « Dites-lui que je suis occupé. » Le serveur hésita. Il s'agit de la petite fille. Le magnat se leva lentement. Le restaurant redevint silencieux. « L'enfant est avec moi, » dit-il avec fermeté, « et personne ne va la faire partir. » C'était la première fois depuis longtemps qu'il défendait quelque chose qui ne générait pas de profit. Élise le regardait comme si elle voyait un héros. Et cela le gêna car il savait qu'il ne l'était pas, du moins pas encore. « Ta maman sait que tu cherches ton papa ?» demanda-t-il, reprenant la conversation. Élise baissa le regard. « Maman dit qu'il ne faut pas déranger celui qui ne veut pas rester. » Cette phrase fut un coup direct car le magnat avait été exactement cela. Quelqu'un qui n'avait pas voulu rester. « Mais je crois, » continua Élise, « que parfois les gens partent parce qu'ils ont peur. » Le magnat sentit quelque chose se briser en lui. La peur. Oui, il avait eu peur. Peur de ne pas être suffisant. Peur d'échouer. Peur de perdre le contrôle. Peur d'aimer plus que son orgueil ne le permettait. Et par peur, il avait perdu plus qu'il ne l'aurait jamais admis à voix haute. « Et tu crois que ton papa a peur ?» demanda-t-il. Élise le regarda avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Oui, mais un jour il sera courageux. » Le magnat ne put soutenir son regard car à ce moment-là, il comprit que la petite fille ne parlait pas seulement de son père, elle parlait de lui, mais il y avait encore quelque chose de plus, quelque chose qui ne collait pas, quelque chose dans les yeux d'Élise, dans la façon dont elle le regardait, dans la manière dont elle semblait le reconnaître. Et alors quelque chose se produisit qui le laissa complètement immobile. De l'autre côté du restaurant, cette femme qui les observait commença à s'approcher lentement. Ses pas étaient fermes, son regard intense, ses yeux humides. Élise la vit la première et son expression changea. « Maman. » Le magnat sentit que le monde tournait un peu plus lentement. La femme s'arrêta à quelques pas. Elle ne semblait pas surprise, elle semblait décidée. Le magnat leva les yeux vers elle et quelque chose dans sa mémoire s'alluma. Il avait déjà vu ses yeux, il avait entendu cette voix autrefois, il avait senti ses mains trembler en son absence, mais cela ne pouvait pas être. Pas après tant d'années, la femme respira profondément. « Je ne savais pas qu'un jour je te trouverais ainsi », dit-elle d'une voix contenue. Le magnat ne répondit pas. Élise regardait l'un et l'autre sans comprendre complètement la tension, mais percevant que quelque chose d'important était en train de se produire. « Maman, il m'a laissé m'asseoir », dit la petite fille avec une fierté innocente. La femme hocha la tête. « Je l'ai vu ». Le magnat sentit que les pièces commençaient à s'assembler, mais il résistait à accepter ce que son intuition criait déjà. « Nous nous connaissons ?» demanda-t-il, bien qu'au fond, il connaissait la réponse. La femme le regarda fixement. « Plus que tu ne l'imagines. » L'air devint plus dense. Le magnat se leva lentement. Son esprit voyagea en arrière, vers une époque qu'il avait décidé d'effacer, vers un petit appartement où l'amour était plus grand que l'argent, vers des promesses faites sans avocat, vers une femme qui avait cru en lui quand il n'avait rien. Mais lui, il avait quelque chose, l'ambition. Et quand l'ambition commença à grandir, la distance grandit aussi. « Ça ne peut pas être », murmura-t-il finalement. La femme soutint son regard. « Si, ça peut. » Élise les observait avec curiosité. « Maman, tu le connais ?» La femme respira profondément avant de répondre. « Oui, ma chérie. » Le magnat sentit que le sol disparaissait sous ses pieds. Le passé ne frappait pas à la porte. Le passé était assis devant lui. Il tenta de parler, mais les mots ne sortaient pas.
La femme fit un pas de plus. « Tu es parti sans regarder en arrière », dit-elle d'une voix ferme, mais contrôlée. « Tu as dit que c'était temporaire. Tu as dit que tu avais besoin de grandir. Tu as dit que tu reviendrais quand tout serait stable. » Le magnat ferma les yeux un instant. Chaque phrase était un écho de décision qu'il avait justifiée pendant des années. « Et pendant que tu grandissais, » continua-t-elle, « j'apprenais à survivre. » Le restaurant restait silencieux. Personne n'osait interrompre. Élise regarda sa mère, puis le magnat. « C'est Sloy ?» demanda-t-elle d'un filet de voix. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le magnat droit dans les yeux. « Dis-le lui, toi. » Ce défi fut plus puissant que n'importe quelle accusation. Le magnat sentit que l'orgueil, cette armure qu'il avait protégée si longtemps, commençait à se briser. Il regarda Élise, ses yeux, cette façon d'incliner la tête, cette expression quand elle souriait timidement. Il y avait quelque chose d'indéniable, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. « Je ne savais pas », murmura-t-il. La femme n'éleva pas la voix. « Tu n'as pas demandé. » Cette phrase fut plus douloureuse que n'importe quel cri, car c'était vrai. Il n'avait pas demandé, n'avait pas appelé, n'était pas revenu, n'avait pas cherché, il avait choisi le confort de l'ignorance. « Maman », Élise tira doucement sa robe. « C'est lui mon papa. » Le temps s'arrêta. Le magnat sentit son cœur battre dans ses oreilles. La femme s'agenouilla devant la petite fille. « Oui, ma chérie. » Le mot tomba comme une sentence définitive. Élise regarda le magnat avec un mélange de surprise, d'illusion et de confusion. Vraiment. Le magnat ne put soutenir son regard car ce mot l'obligeait à assumer quelque chose qu'il avait évité pendant 5 ans, la responsabilité. Il n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, il n'était pas seulement un homme puissant, il était père et il n'avait pas été là. Élise fit un petit pas vers lui. « Alors, pourquoi n'étais-tu pas là ?» La question ne contenait pas de reproche, mais de l'innocence. Mais cette innocence était plus dévastatrice que n'importe quelle accusation adulte. Le magnat sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, car il n'avait pas de réponse qu'il pouvait donner à une enfant de 5 ans. Il ne pouvait pas lui parler d'ambition. Il ne pouvait pas lui parler de contrat. Il ne pouvait pas lui expliquer l'orgueil blessé. Il ne pouvait qu'admettre une vérité inconfortable, parce que j'ai été lâche. La femme le regarda surprise par son honnêteté. Élise fronça légèrement les sourcils, mais j'ai dit qu'un jour mon papa serait courageux. Le magnat sentit ses yeux s'humidifier pour la première fois depuis des années. « Tu as raison, » dit-il d'une voix brisée, « et j'essaye de commencer maintenant. » La femme croisa les bras. « Essayer n'efface pas 5 ans. Je sais. » C'était la première fois qu'il n'essayait pas de se justifier. Il ne blâmait pas le destin, il ne blâmait pas le travail, il ne blâmait personne d'autre. Il assuma. Le silence fut profond. Élise regarda sa mère puis le magnat. « Alors, je ne suis plus seul ?» Cette question fut comme une lumière qui traversa l'obscurité. Le magnat s'agenouilla à sa hauteur. « Tu n'aurais jamais dû l'être. » La femme détourna le regard un instant, retenant des émotions qu'elle avait appris à réprimer. « Elle ne sait pas tout, » dit-elle finalement. « Elle ne sait pas les nuits sans nourriture. Elle ne sait pas les consultations médicales que je n'ai pas pu payer. Elle ne sait pas que mon cœur ne souffre pas seulement de maladie, mais d'abandon. » Le magnat sentit que chaque mot était un miroir de ses décisions. « Tu es malade ?» demanda-t-il avec une préoccupation sincère. Elle hocha la tête. « J'ai besoin d'une opération, mais je ne suis pas venu te demander quoi que ce soit. » Cette phrase le frappa encore plus fort. Il n'y avait pas d'exigence, pas de manipulation, juste la vérité. « Je ne savais rien, » répéta-t-il, bien qu'il comprit déjà que cette phrase ne l'absoudrait pas. « Tu n'as pas voulu savoir, » la corrigea-t-elle doucement. Élise regardait le visage du magnat comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. « Tu me ressembles, » dit-elle avec un petit sourire. Le magnat sentit que cette affirmation était un cadeau et une responsabilité à la fois. Le restaurant commençait lentement à retrouver son animation, mais la table restait un monde à part. « Où vivent-elles » demanda-t-il. La femme hésita. L'orgueil existait toujours. « Je ne veux pas de ta pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il avec fermeté. « C'est de la responsabilité. » La différence était énorme. La femme l'étudia attentivement. Il ne cherchait pas d'argent. Il cherchait la vérité. « Si tu vas entrer dans sa vie, » dit-elle finalement, « tu ne peux pas le faire comme on signe un contrat. Tu ne peux pas apparaître aujourd'hui et disparaître demain. » Le magnat sentit le poids de chaque mot, car il savait que c'était sa tendance. « Je ne veux plus disparaître, » dit-il avec honnêteté. Élise reprit sa main. « Alors, reste. » 3 mots si simples, si puissants. Le magnat comprit que cette soirée n'était pas un hasard, ce n'était pas de la charité, ce n'était pas une coïncidence,
c'était une confrontation. Le destin ne l'avait pas conduit à cette table pour qu'il paie un dîner. Il l'avait conduit pour qu'il paie une dette émotionnelle. Mais il y avait encore quelque chose de plus, quelque chose que la femme n'avait pas encore dit, quelque chose qui était encore gardé. Et quand cette dernière vérité éclaterait, le magnat devrait décider s'il était prêt à perdre son orgueil ou à tout perdre à nouveau, car la véritable épreuve ne serait pas de reconnaître sa fille, ce serait de démontrer qu'il pouvait être le père qu'elle méritait. Et cette décision était sur le point d'arriver. Le silence qui suivit les mots d'Élise ne fut pas inconfortable, il fut décisif. Le magnat restait accroupi devant sa fille, sentant le poids de cette petite main entre les siennes. Ce n'était pas une main fragile, c'était une main qui avait appris à se débrouiller seule trop tôt. La mère d'Élise restait debout, l'observant avec un mélange de prudence et de lassitude. Il n'y avait pas de haine dans son regard, mais pas de confiance non plus. Il y avait quelque chose de plus complexe, une évaluation silencieuse. Elle ne voyait pas l'homme qui s'était agenouillé devant sa fille. Elle voyait l'homme qui avait autrefois promis de rester. « Si tu veux vraiment faire partie de sa vie, dit-elle finalement d'une voix ferme, mais sereine, tu ne peux pas le faire à moitié. » Le magnat se leva lentement. Il ne se sentait plus comme le propriétaire d'un empire. Il se sentait comme un homme face à un examen moral. « Je ne veux pas le faire à moitié, » répondit-il. Elle le regarda en profondeur. « Alors, écoute-moi bien. » Élise les observait en silence, percevant que quelque chose d'important était sur le point d'être défini. « Je n'accepterai pas d'argent sans engagement, » continua la mère. « Je ne permettrai pas que tu apparaisses comme un héros d'un soir et que tu disparaisses quand l'émotion sera passée. Les magnat n'interrompit pas. Elle n'a pas besoin d'un sponsor, ajouta-t-elle, elle a besoin d'un père. » Ces mots s'incrustèrent avec une précision chirurgicale dans la poitrine du magnat. Pendant des années, il avait résolu des problèmes en signant des chèques. Il avait réparé des erreurs en payant des compensations. Il avait acheté le silence, la loyauté et les opportunités. Mais cela n'était pas une négociation financière, c'était une épreuve de caractère. « Qu'as-tu besoin de moi ?» demanda-t-il finalement. Elle n'hésita pas. De la présence. La parole résonna avec une force inattendue. De la présence aux consultations médicales. De la présence les nuits difficiles. De la présence quand elle demandera pourquoi tu n'étais pas là avant. De la présence quand elle aura peur. Le magnat sentit que chaque phrase désarmait une partie de son ego. « Et si tu décides de repartir, continua-t-elle, tu ne la briseras pas seulement, tu me briseras à nouveau. » Le restaurant avait déjà repris son rythme habituel, mais pour eux, le monde était encore suspendu. Élise regardait le magnat comme si elle attendait une promesse qu'elle ne savait pas formuler. « Je ne vais pas partir, » dit-il avec une conviction qui le surprit lui-même. La mère l'étudia en silence. « Ça, le temps le dira. » Cette phrase fut une ligne claire. La confiance ne serait pas immédiate. Le magnat respira profondément. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas à son agenda, il ne calculait pas les risques, il n'évaluait pas les profits, il ressentait, et cela le déstabilisait plus que n'importe quelle crise d'entreprise. « J'ai besoin de voir où vous vivez, » dit-il finalement. Elle fronça légèrement les sourcils. « Ce n'est pas un endroit dont tu serais fier. »« Je ne suis pas venu pour la fierté, » répondit-il. « Je suis venu pour assumer ce qui me revient. » La mère le regarda pendant plusieurs secondes. Il y avait de la sincérité, mais aussi de l'incertitude. « D'accord, » dit-elle finalement. Élise sourit avec une joie contenue. « Alors, allons-y tous les trois. » Cette simple phrase avait une signification énorme. Tous les trois. Le magnat sentit que ce mot avait un poids qu'il n'avait jamais considéré. Pendant des années, il avait vécu au singulier. Mon entreprise, mes objectifs, mon succès. Maintenant, il y avait un pluriel qui exigeait un engagement. Ma fille, sa mère, notre responsabilité. Ils sortirent du restaurant sous des regards curieux. Certains murmuraient, d'autres observaient avec jugement. Mais le magnat ne regarda personne d'autre. Il marchait à côté d'Élise, conscient de chaque pas. La petite fille prit sa main sans demander permission, et cette naturalité le bouleversa. Il n'y avait pas de ressentiment en elle, pas de reproche, seulement une ouverture qu'il ne savait pas s'il méritait. Alors qu'il marchait dans des rues moins éclairées, le contraste devint évident. Le luxe était derrière eux. Les lumières dorées se transformèrent en réverbères clignotants. Le trottoir impeccable céda la place à des sentiers irréguliers. Le magnat sentait que chaque pas l'éloignait de sa zone de confort et le rapprochait d'une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Ils arrivèrent à un ancien immeuble avec de la peinture écaillée et des fenêtres qui racontaient des histoires de résistance. « Ici, » dit la mère,
Ils montèrent des escaliers étroits. Élise parlait avec enthousiasme. « Maman fait de la bonne soupe quand elle peut, et elle me lit des histoires même quand elle est fatiguée. Et elle dit que le cœur se guérit avec l'espoir. » Le magnat déglutit. Cette femme n'avait pas seulement élevé sa fille seule, elle avait protégé son innocence. Ils entrèrent dans le petit appartement. Il était modeste, mais propre, ordonné, soigné. Il y avait des dessins collés au mur, un petit canapé usé, une table simple, rien de luxueux, mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas dans son manoir, de la chaleur. Le magnat observa chaque détail comme s'il évaluait une réalité qu'il n'avait jamais voulu regarder. « Ce n'est pas grand-chose, » dit la mère, anticipant un jugement. « C'est suffisant pour prouver que tu t'es battu, » répondit-il. Elle le regarda avec surprise. Élise courut vers un tiroir et en sortit un dessin. « Regarde, » dit-elle émue. « Je l'ai fait pour quand mon papa reviendrait. » Le magnat sentit l'air se suspendre. C'était un dessin simple. 3 silhouettes se tenant la main, un soleil brillant, une petite maison, et en haut, écrit avec des lettres enfantines, « Ma famille ». Le magnat sentit quelque chose se briser en lui. Il y avait une famille dessinée, une famille qui existait dans l'imagination de sa fille, mais qu'il avait ignorée dans la réalité. « Je l'ai gardé », dit Élise, « parce que je savais qu'un jour ça allait arriver. » Le magnat ne put parler pendant quelques secondes. La mère l'observait. Elle ne cherchait pas à l'émouvoir. Elle cherchait à comprendre s'il saisissait l'ampleur de ce qu'il avait perdu. « Tu as besoin d'une opération », dit-il finalement, revenant à la conversation en suspens. Elle hocha la tête. « Oui, et ce n'est pas donné. Je m'en occupe. » Elle leva doucement la main. « Je ne veux pas seulement que tu paies. » Le magnat la regarda, comprenant ce qu'elle demandait vraiment. « Je veux que tu sois dans la salle d'attente. Je veux que tu expliques à ta fille pourquoi maman va subir une opération. Je veux que si quelque chose se passe mal, elle ne soit pas seule. » Le magnat sentit que chaque mot l'obligeait à laisser derrière lui son ancienne version. Il ne pouvait pas résoudre cela avec de l'argent, seulement avec un engagement réel. « Je serai là, » dit-il. Elle le soutint du regard. « Alors, commence maintenant. » Élise s'approcha et serra les jambes du magnat dans ses bras. Un geste spontané, naturel, sans réserve. Il hésita une seconde puis la serra dans ses bras avec maladresse. Il ne savait pas exactement comment faire, mais il savait qu'il ne voulait pas la lâcher. Dans ce petit appartement, loin du luxe et des caméras, le magnat comprit quelque chose de fondamental. Le vrai pouvoir n'était pas de contrôler les marchés, c'était de tenir de petites mains quand la peur apparaissait. Mais il y avait encore quelque chose de plus, quelque chose que la mère n'avait pas encore dit, un détail qui changerait complètement la façon dont il comprenait le passé. Elle s'assit lentement sur le canapé. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Le magnat la regarda attentivement. « Quand je suis parti de l'hôpital le jour de sa naissance, j'ai essayé de t'appeler. » Le magnat fronça les sourcils. « Je n'ai jamais reçu cet appel. » Elle hocha la tête. « Je sais, parce que quelqu'un a bloqué mon numéro. » Le silence fut immédiat. « Que veux-tu dire ?» Elle respira profondément. « Ton assistant de l'époque m'a dit que tu ne voulais rien savoir, que tu étais concentré sur une affaire importante, que je ne devais pas insister. » Le magnat sentit le sang se figer. Il se souvint vaguement de cette époque. Une négociation cruciale, un voyage international, une série de filtres sur son téléphone pour éviter les distractions. « Je n'ai jamais demandé cela », murmura-t-il. Elle le regarda avec un mélange de tristesse et de résignation. « Mais tu l'as permis. » Cette phrase fut un coup inattendu. Ce n'était pas seulement une trahison externe, c'était une conséquence de sa propre négligence. Il avait tellement délégué sa vie que quelqu'un d'autre avait décidé quelle nouvelle lui parvenait. Et la plus importante n'était jamais arrivée. Le magnat sentit un mélange de rage et de culpabilité. Il ne pouvait pas blâmer entièrement un tiers. Il flânait autour de son temps, et ce mur avait bloqué ce qui importait le plus. « J'ai besoin de tout savoir », dit-il avec fermeté. Elle hocha la tête. « Alors prépare-toi, car ce qui vient n'est pas confortable. » Le magnat comprit que la véritable histoire ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement une rencontre, ce n'était pas seulement une fille découverte, c'était une chaîne de décisions mal prises, une série de silences, une vie parallèle qui avait grandi sans lui, et maintenant il devrait décider s'il était prêt à reconstruire depuis les fondations. Car aimer ne suffirait pas, il devrait le prouver. Et l'épreuve ne faisait que commencer. Le petit appartement fut silencieux après cette révélation. Le numéro a été bloqué. La phrase résonnait encore dans l'esprit du magnat comme un écho inconfortable qu'il ne pouvait pas éteindre. Pendant des années, il avait cru qu'elle avait simplement disparu, qu'elle avait décidé de continuer sa vie sans lui,
que le silence était mutuel. Mais maintenant, il comprenait que le silence n'était pas un hasard. Il était une conséquence d'une vie si blindée que même la naissance de sa fille n'avait pas réussi à franchir les filtres qu'il avait lui-même créés. « J'ai besoin de tout comprendre », dit-il finalement d'une voix basse mais ferme. La mère d'Élise s'assit avec précaution sur le canapé, comme si son corps portait plus de poids qu'il n'y paraissait. « Le jour où elle est née, commença-t-elle, j'ai essayé de t'appeler plus de 10 fois. » Le magnat ferma les yeux un instant. 10 fois, 10 opportunités qui ne lui étaient jamais parvenues. « Ensuite, je suis allé à ton bureau. » continua-t-elle. Ton assistant m'a dit que tu étais à une réunion internationale, que tu ne pouvais pas être interrompu pour des affaires personnelles. Cette phrase le frappa avec une clarté brutale. Affaires personnelles. Sa fille avait été cataloguée comme une distraction. Le magnat sentit un mélange de rage et de honte. Il se rappela parfaitement cette négociation, un accord d'1 million d'euros qui marqua le début de son expansion mondiale. Il avait donné des instructions claires de ne pas recevoir d'appels inutiles, et, sans le savoir, il avait fermé la porte à la chose la plus importante de sa vie. « Je ne savais pas que tu étais enceinte », murmura-t-il. Elle le regarda avec un mélange d'incrédulité et de tristesse. « Je te l'ai dit avant que tu partes. » Il secoua légèrement la tête. « Je ne m'en souviens pas. » Elle hocha la tête avec une sérénité douloureuse. « Parce que tu pensais déjà à ton prochain voyage. » Le silence était lourd. Il n'y avait pas de cris, pas de drame exagéré, juste une vérité crue. Le magnat comprit qu'il ne s'agissait pas d'une conspiration. Ce n'était pas uniquement la faute d'une assistante ambitieuse ou d'un système froid, c'était le résultat de priorités mal ordonnées. « Quand j'ai compris que tu ne reviendrais pas, » continua-t-elle, « j'ai décidé de ne plus te poursuivre. Je ne voulais pas que ma fille grandisse en sentant que son père ne l'avait pas choisie. » Le magnat sentit son cœur se comprimer car c'était exactement la réalité. Il ne l'avait pas choisie, non pas parce qu'il ne la voulait pas, mais parce qu'il n'avait jamais su qu'il devait le faire. Mais l'effet était le même, l'absence. Élise s'était endormie sur le petit canapé, en serrant son dessin. L'innocence étrangère au poids de cette conversation, le magnat l'observa avec un mélange de tendresse et de culpabilité. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me chercher après ?» demanda-t-il. Elle respira profondément. « Parce que l'amour ne se mendie pas. » Cette phrase était une leçon en soi. Le magnat avait vécu dans un monde où tout pouvait être négocié, où tout avait un prix, où tout pouvait être ajusté avec suffisamment d'influence. Mais l'amour ne fonctionne pas ainsi. « Je ne suis pas venu ce soir pour t'affronter, » continua-t-elle. « Je suis venu parce qu'Élise a insisté pour s'asseoir dans ce restaurant. Elle a dit qu'un jour son papa pourrait être là. » Le magnat frissonna. La petite fille ne l'avait pas choisi par hasard. Elle l'avait reconnu, sans le connaître. Elle avait ressenti quelque chose. « Elle regardait toujours les hommes qui te ressemblaient, » dit la mère. « Elle gardait toujours espoir. » Le magnat serra les poings. Il y avait une partie de lui qui voulait remonter le temps, revenir au jour où il avait décidé de partir, revenir au moment où il avait choisi le contrat au lieu de la conversation. Mais le temps ne négocie pas, et il le savait mieux que quiconque. « Quand as-tu su que tu étais malade ?» demanda-t-il avec prudence. Elle baissa le regard vers ses mains. « Il y a 1 an, problème cardiaque. J'ai besoin d'une opération bientôt. Et comment as-tu géré tout cela seul ?» Elle le regarda avec un léger sourire fatigué. Comment font les mères quand elles n'ont pas le choix? Cette réponse n'avait pas d'héroïsme. Elle avait de la réalité. Le magnat marcha lentement dans le petit appartement, observa la table simple, le réfrigérateur ancien, les médicaments sur l'étagère. Chaque détail était une preuve tangible d'une vie qui avait existé sans lui, une vie qui avait lutté sans son soutien. « Je vais transférer de l'argent tout de suite », dit-il en sortant son téléphone. Elle se leva. « Attends. » Le magnat la regarda. « Je ne veux pas que cela commence par un virement bancaire. » Il fronça les sourcils. « Tu as besoin de l'opération. »« Oui, » répondit-elle. « Mais j'ai besoin de savoir si tu as besoin de changer toi aussi. » Cette question le laissa immobile. Il n'avait jamais considéré son propre besoin émotionnel. Il avait toujours cru que le succès était suffisant. « Que veux-tu dire ?» Elle le regarda avec une honnêteté directe. « Si tu viens seulement pour tout résoudre avec de l'argent, tu repartiras quand tu auras le sentiment d'avoir rempli ton devoir. » Le magnat rangea lentement son téléphone. « Je ne veux pas remplir un devoir, je veux rester. » Les mots sortirent sans calcul, et cela l'effraya. Parce que rester impliquait de renoncer à certaines choses, impliquait de réorganiser les priorités, impliquait d'ouvrir un espace pour quelqu'un d'autre, impliquait la vulnérabilité. « Alors, commence par quelque chose de petit, » dit-elle. « Quoi ? Reste cette nuit. » Le magnat sentit un léger vertige. Son agenda était plein. Il avait une réunion tôt le matin, un vol programmé,
Mais pour la première fois, aucune de ces choses ne semblait urgente. Il regarda Élise endormie, sa petite respiration tranquille, sa main encore agrippée au dessin de ma famille. Le magnat comprit que c'était la première épreuve réelle. Pas une opération, pas un transfert, mais de la présence. « Je reste », dit-il finalement. Elle l'observa, cherchant tout signe de doute. Elle n'en trouva pas. « Le canapé n'est pas confortable », avertit-elle. « Je ne suis pas venue pour le confort. » Cette phrase marqua un point d'inflexion invisible. Cette nuit-là, il ne dormirait pas dans son lit king size. Il n'y aurait pas de service de nuit. Il n'y aurait pas de silence contrôlé. Il y aurait la réalité. Pendant qu'il préparait une couverture pour lui, le magnat sentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. L'humilité. Pas l'humilité feinte lors des conférences. Pas l'humilité stratégique face aux investisseurs. L'humilité réelle. Il s'assit sur le canapé à côté d'Élise. La petite fille bougea légèrement dans ses rêves et sans ouvrir les yeux murmura « Papa ». Le magnat sentit quelque chose se défaire dans sa poitrine. Ce simple murmure avait plus de valeur que n'importe quel contrat signé. La mère observait en silence depuis la petite cuisine. Elle n'était pas complètement convaincue, mais elle avait vu quelque chose de différent en lui, quelque chose qui n'était pas là avant. Le magnat leva les yeux vers elle. « Je suis désolé », dit-il finalement. Ce ne fut pas un discours élaboré, ce ne fut pas une défense, ce ne fut pas une explication longue. Ce fut une simple excuse. Et dans cette simplicité, il y avait la vérité. Elle le soutint du regard. « Ne me le dis pas à moi », répondit-elle. « Prouve-le lui. » Le magnat hocha la tête. Il savait que les mots étaient insuffisants. Cette nuit-là, alors que le petit appartement s'enfonçait dans la pénombre, le magnat comprit quelque chose de fondamental. Le succès ne se mesure pas en chiffres, il se mesure en absence. Et il en avait accumulé trop, mais il était encore temps, être pas pour effacer, mais pour reconstruire. Et pendant qu'Élise dormait, sa main posée sur la sienne, le magnat prit la décision la plus importante de sa vie. Il n'investirait pas dans une autre entreprise, il investirait dans le fait de rester. Cependant, la véritable épreuve ne serait pas cette nuit-là, ce serait le lendemain, quand le monde des affaires appellerait, quand les pressions reviendraient, quand ses partenaires remettraient en question son changement, c'est là que l'on saurait si sa transformation était une émotion passagère ou le début d'une nouvelle version de lui-même. Et l'aube était à quelques heures d'arriver. L'aube entra timidement par la petite fenêtre de l'appartement. Il n'y avait pas de rideau de soie, pas de domotique programmant la lumière, pas d'assistant attendant des instructions, juste un rayon doré qui illuminait le visage endormi d'Élise et le magnat assis sur le canapé, éveillé depuis des heures. Il n'avait pas pu dormir, non pas parce que le canapé était inconfortable, mais parce que la réalité pesait plus lourd que n'importe quel matelas de luxe. Il regardait sa fille respirer avec cette tranquillité que seuls les enfants ont quand ils se sentent protégés. Et il comprit quelque chose de douloureux. Elle dormait tranquille parce qu'elle croyait que son papa était là, mais il savait qu'il n'avait encore rien prouvé. La mère sortit de la chambre à pas lents. Son visage montrait la fatigue accumulée des années, mais aussi une nouvelle expression d'espoir prudent. « Tu n'es pas habitué à cela », dit-elle doucement. Le magnat secoua la tête. « Non ». Elle s'approcha de la petite cuisine et commença à préparer du café. L'arôme emplit l'espace. « Aujourd'hui, j'ai une consultation médicale », commenta-t-elle sans le regarder. Le magnat leva les yeux. « Je viens avec toi ». Elle s'arrêta à peine une seconde avant de continuer à bouger. « Tu as du travail ». « Aujourd'hui, non ». Cette réponse fut simple, mais marqua une rupture interne. Son téléphone vibra dans sa poche une fois, puis une autre, puis une troisième fois. Il n'avait pas besoin de le regarder pour savoir ce que c'était. Message urgent, appel de partenaire, rappel de réunion. Le monde des affaires commençait à réclamer son attention. Le magnat le sortit lentement et l'éteignit. Le geste fut petit, mais symbolique. La mère l'observa du coin de l'œil. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. « Si je ne peux pas faire cela, alors rien d'autre n'a d'importance. » Élise commença à bouger sur le canapé, ouvrit lentement les yeux, et en le voyant encore là, sourit comme si le monde était en ordre. « Bonjour, papa ». Le mot n'était plus un murmure inconscient, il était conscient, décidé. Le magnat sentit que cette simple phrase avait plus de poids que n'importe quel titre d'entreprise. « Bonjour, ma fille ». La mère ferma les yeux une seconde, comme si cette scène la blessait et la guérissait à la fois. Après le petit déjeuner simple, ils se dirigèrent vers la clinique publique où elle avait son rendez-vous. Le bâtiment n'avait pas l'éclat des centres privés que le magnat fréquentait. Les chaises étaient inconfortables, les murs avaient besoin de peinture, l'ambiance était chargée d'incertitude. Et là, il était assis à attendre, sans privilège,
sans accès préférentiel, juste comme un homme de plus préoccupé par quelqu'un qu'il aime. La mère le regarda. « Tu n'as pas à rester toute la consultation. »« Si, je dois. » Élise jouait avec une petite poupée qu'elle avait dans sa poche. De temps en temps, elle levait les yeux pour s'assurer qu'il était toujours là. Et chaque fois qu'elle le voyait, elle souriait. Ce sourire était son examen constant. Quand finalement la mère fut appelée, Élise serra la main du magnat. « Ça va lui faire très mal. » Le magnat déglutit. « Nous allons écouter ce que dit le médecin et ensuite nous verrons comment l'aider. » Il ne promit pas l'impossible, ne déguisa pas la réalité, mais ne s'enfuit pas non plus. Ils entrèrent tous les trois. Le médecin expliqua avec professionnalisme que l'opération devait être faite rapidement, que le risque augmentait avec le temps, qu'une décision rapide était nécessaire. Le magnat écoutait chaque mot comme s'il s'agissait d'un verdict. Ce n'était pas un contrat, ce n'était pas un investissement, c'était la vie. La mère gardait son calme, mais sa main tremblait légèrement. Élise les regardait tous les deux avec de grands yeux. « Maman, elle va guérir ?» Le médecin parla avec prudence. « Avec la chirurgie, les probabilités sont bonnes. » Le magnat prit une grande inspiration. « Faites-la opérer dans le meilleur hôpital possible. » Le médecin leva les yeux, surpris par la détermination. « Cela a un coût élevé. » Le magnat soutint son regard. « Ça n'a pas d'importance. » La mère intervint. « Si, ça a de l'importance. » Le magnat la regarda. « Je n'achète pas l'absolution, » dit-il avec fermeté. « Je fais ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Elle soutint son regard quelques secondes et hocha la tête. La décision était prise. Mais la véritable épreuve arriva à cet instant. Son téléphone, qu'il avait éteint, commença à vibrer de nouveau en le rallumant pour effectuer un virement. Des dizaines de messages, une réunion critique avancée, un investissement qui dépendait de sa présence physique. L'un de ses partenaires écrivit « Si tu n'es pas là aujourd'hui, nous perdons l'accord ». Le magnat sentit le vieux réflexe tenter de s'activer. Cet élan de courir, de prioriser l'affaire, de dire « Cela ne peut pas attendre », mais cette fois, quelque chose était différent. Il regarda Élise. Elle dessinait sur une feuille de papier du cabinet. Il y avait à nouveau 3 figures se tenant la main, et cette fois, la figure du père était plus proche. Le magnat comprit que c'était la véritable négociation. Non pas avec des partenaires, non pas avec des marchés, mais avec sa propre cohérence. Il prit le téléphone, écrivit un bref message « Je ne serai pas là. Priorité familiale ». Il l'envoya. Silence immédiat dans le chat. Puis une réponse incrédule. « Depuis quand ?» Le magnat posa le téléphone sur la table. « Depuis aujourd'hui. » Il ne le dit pas à voix haute, mais il le sentit. La mère observa le geste. « Tu viens de perdre des millions, » dit-elle calmement. Le magnat la regarda. « J'ai déjà perdu 5 ans. C'était plus cher. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans son expression changea, du respect. Quand ils sortirent de la clinique, l'air semblait différent, non pas parce que les problèmes étaient résolus, mais parce que la direction avait changé. Ils marchèrent en silence quelques minutes. Élise tenait la main des deux, une famille imparfaite, mais essayant d'être réelle. « Tu resteras quand maman sera opérée ?» demanda la petite fille. Le magnat s'agenouilla devant elle. « Je n'irai nulle part. » La mère l'observait attentivement. Elle savait que les mots étaient faciles. Le plus difficile serait de les tenir dans le temps. Mais elle avait vu quelque chose de nouveau ce matin. Elle avait vu du renoncement, elle avait vu un choix, elle avait vu de la cohérence, et cela ne se feignait pas facilement. Cette nuit-là, alors qu'il retournait à l'appartement, le magnat sentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé lors d'un conseil d'administration. La peur, non pas la peur de perdre de l'argent, non pas la peur d'échouer publiquement, mais la peur d'échouer encore comme père. Cette peur ne paralysait pas, elle l'impulsait. Ils s'assirent pour un dîner simple. Élise parlait avec enthousiasme de l'école, d'une amie, d'une histoire qu'elle voulait qu'il écoute. Le magnat l'écoutait avec une attention absolue. Il n'interrompait pas, ne regardait pas l'horloge, ne vérifiait pas les messages, il était présent. La mère l'observait depuis la cuisine. Il y avait encore de la douleur. Il y avait des blessures ouvertes. Mais il y avait aussi quelque chose d'inattendu, l'espoir. Quand Élise s'endormit, l'appartement redevint silencieux. Le magnat et la mère se retrouvèrent face à face. « Cela n'efface pas le passé, » dit-elle doucement. « Je sais, et je ne te pardonne pas encore. » Il hocha la tête. « Je ne suis pas venu demander un pardon immédiat. » Elle le regarda avec intensité, « Et je suis venu voir si tu pouvais rester. » Le magnat respira profondément. « Je ne sais pas le faire parfaitement, mais je veux apprendre. » La sincérité était nouvelle chez lui, sans stratégie, sans discours préparé, juste la vérité. Elle hocha lentement la tête. « Alors, commençons par demain. »
Le magnat comprit que la reconstruction ne serait pas un événement, mais un processus jour après jour, choix après choix. Et en regardant la petite chambre où Élise dormait tranquillement, il comprit que la plus grande richesse qu'il avait ignorée pendant des années était à quelques pas, mais il manquait encore quelque chose. L'opération, la récupération, l'adaptation et une dernière épreuve qui mettrait à l'épreuve sa transformation. Car le monde extérieur n'accepterait pas facilement son changement et il devrait bientôt défendre cette nouvelle priorité face à ceux qui n'avaient jamais compris la valeur de rester. La bataille la plus difficile ne serait pas contre le passé, elle serait contre l'ancienne version de lui-même. Et cette bataille ne faisait que commencer. La chirurgie fut programmée pour la semaine suivante. 7 jours qui semblaient peu de temps pour le monde, mais une éternité pour quelqu'un qui tentait de reconstruire ce qu'il avait détruit par son absence. Le magnat ne retourna pas à son manoir cette semaine-là. Il annula des réunions, délégua des décisions, réorganisa son agenda. Ses partenaires commencèrent à s'inquiéter. Certains appelèrent directement, d'autres envoyèrent des messages ambigus. L'un apparut même, sans prévenir, devant le modeste immeuble où il passait désormais la majeure partie de son temps. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demanda ce partenaire incrédule, en regardant les environs avec une gêne évidente. Le magnat soutint son regard sans hésiter. « Ce que j'aurais dû faire il y a des années. » Le partenaire fronça les sourcils. « Tu mets en péril d'énormes investissements pour une situation personnelle. » Le magnat respira profondément. Avant, cette phrase l'aurait fait réagir, il se serait senti remis en question. Il aurait défendu sa position avec des chiffres et des arguments. Mais maintenant, il n'avait besoin de convaincre personne. « Ce n'est pas une situation personnelle, » répondit-il avec une sérénité ferme. « C'est ma fille. » Le partenaire resta silencieux quelques secondes. « Tu n'as jamais parlé d'une fille ?» Le magnat soutint son regard. « Je n'ai jamais été là pour elle. » Le silence fut inconfortable. Le partenaire tenta une dernière pression. « Le marché n'attend pas. Si tu rates cette opportunité, elle pourrait ne pas revenir. » Le magnat regarda par la fenêtre de l'appartement où Élise dessinait avec une concentration absolue. « Certaines opportunités ne reviennent jamais, » dit-il finalement, « j'en ai déjà perdu une fois. » Le partenaire comprit qu'il ne changerait pas d'avis et partit. Le magnat ferma la porte calmement. C'était la véritable épreuve, pas la chirurgie, pas l'argent. C'était de maintenir son choix face au monde qu'il avait toujours défini. Cette nuit-là, alors qu'il aidait Élise à faire ses devoirs, la petite fille leva les yeux. « Tu vas partir quand maman entrera à l'hôpital ?» Le magnat posa le crayon sur la table. « Non. Même si on t'appelle du travail ?» La question était innocente, mais pertinente. Le magnat sourit doucement. « Le travail peut attendre. » Élise inclina la tête. « Maman dit que les adultes disent parfois ça, mais qu'ils ne le tiennent pas toujours. » Le magnat sentit la piqûre. Ce n'était pas une accusation, c'était de l'expérience. « Alors regarde-moi, » dit-il, « et décide toi-même si je tiens ma promesse. » Élise l'observa quelques secondes comme si elle évaluait sa sincérité, et puis sourit. « Je te crois. » Cette confiance l'ébranla plus que n'importe quelle pression d'entreprise, car elle était fragile et pouvait se briser facilement. Les jours passèrent entre consultations médicales, préparatifs et moments simples. Le magnat apprit à préparer un petit déjeuner simple. Il apprit à lire des histoires avec une intonation exagérée. Il apprit à écouter des histoires sans regarder l'horloge. Chaque geste semblait petit, mais pour lui, c'était révolutionnaire. La mère observait tout avec prudence. Un soir, alors qu'Élise dormait, ils s'assirent face à face. « Je ne pensais pas que tu resterais, » admit-elle. « Moi non plus, » répondit-il avec honnêteté. Elle le regarda attentivement. « Qu'est-ce qui a changé ?» Le magnat mit quelques secondes à répondre. « J'ai découvert que tout ce que j'avais construit n'avait aucun sens si je ne savais pas pour qui je le construisais. » Elle baissa le regard. « Tu as toujours voulu gagner. » Il hocha la tête. « Mais je n'avais pas compris que gagner, c'était aussi rester. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. La chirurgie arriva. L'hôpital était moderne grâce à la décision du magnat de la transférer dans un centre spécialisé. La mère était calme en apparence, mais ses mains révélaient sa peur. Élise tenait fermement la main du magnat. « Ça va lui faire très mal. » Le magnat s'agenouilla à sa hauteur. « Les médecins savent ce qu'ils font et je serai là tout le temps. » La mère le regarda avant d'entrer au bloc opératoire. Il n'y eut pas de grand discours, juste un regard chargé d'histoire. « Ne la laisse pas seule, » dit-elle. « Jamais plus, » répondit-il. La porte se ferma. L'attente commença. Des heures qui semblaient des jours. Le magnat ne regarda pas son téléphone, ne vérifia pas ses courriels, ne répondit pas aux messages. Il resta assis à côté d'Élise,
lui expliquant ce qu'il pouvait sans lui mentir. Il lui raconta des histoires, lui parla d'étoiles, lui promit que quoi qu'il arrive, elle ne serait pas seule. Au milieu de l'attente, son téléphone vibra avec insistance. C'était la même négociation critique qu'il avait reportée. Un message final apparut. « Dernière chance. Confirme ta présence maintenant. » Le magnat regarda l'écran. Cette décision définirait non seulement sa carrière, mais sa cohérence. Il regarda Élise. La petite fille était appuyée sur son épaule, essayant d'être courageuse. Le magnat éteignit son téléphone à nouveau. Sans dramatisation, sans doute, juste un choix. Quelques heures plus tard, le médecin sortit. La chirurgie a été un succès. Élise se jeta dans les bras du magnat. « Je t'ai dit que ça irait bien. » Le magnat sentit des larmes qu'il ne put retenir. Ce n'étaient pas des larmes de culpabilité, c'était des larmes de soulagement. La mère passa en salle de réveil. Quand ils purent enfin la voir, le magnat lui tint la main. « Ça s'est bien passé », murmura-t-il. Elle ouvrit lentement les yeux, le regarda et pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas de distance, elle vit de la présence. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se rétablissait à la maison, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lettre arriva à l'appartement. Elle venait de l'un de ses principaux partenaires. Elle disait que malgré son absence, ils avaient décidé de maintenir l'accord, que sa position envers la famille avait généré un respect inattendu et que même les investisseurs appréciaient les leaders ayant des principes clairs. Le magnat lut la lettre en silence. Il ne s'attendait pas à cette conséquence, mais il comprit quelque chose de profond. Quand tu choisis ce qui est juste, le monde peut prendre du temps à le comprendre, mais il finit par le respecter. Élise s'approcha. « C'est du travail ?» Il hocha la tête. « On va te gronder. » Le magnat sourit. « Non, cette fois. » La petite fille le serra dans ses bras. « Alors, tu as gagné. » Le magnat la regarda avec tendresse. « Oui, mais pas pour le travail. » Elle fronça les sourcils avec curiosité. « Alors, pourquoi ?» Il la serra fermement et doucement à la fois. « Parce que je suis resté. » Élise sourit comme si cette réponse suffisait, et c'était le cas. Cette nuit-là, alors que les trois dînaient ensemble à une petite table, mais pleine de conversations, le magnat comprit que la transformation n'était pas un événement unique, c'était une décision quotidienne. Il avait passé l'épreuve la plus difficile, se choisir comme père. Mais il restait encore quelque chose. Il ne suffisait pas de rester, il fallait construire. Et dans ce petit appartement, parmi les dessins d'enfants et les médicaments rangés sur une étagère, le magnat sut que la plus grande richesse qu'il avait ignorée pendant des années était à quelques pas, mais encore, il manquait quelque chose. Les mois suivants ne furent pas parfaits. Il n'y eut pas de transformation magique, pas de réconciliation instantanée. Il n'y eut pas de vie de conte de fées. Il y eut la réalité, il y eut l'adaptation, il y eut des conversations inconfortables, il y eut des souvenirs qui faisaient mal, mais surtout, il y eut de la présence. La mère d'Élise se rétablit peu à peu. La chirurgie avait été un succès, mais le processus exigeait de la patience. Le magnat réorganisa sa vie sans l'annoncer publiquement. Il réduisit ses voyages, délégua des fonctions stratégiques, cessa d'assister à des événements qu'il jugeait auparavant indispensables. Ses partenaires remarquèrent le changement. Certains s'éloignèrent, d'autres furent surpris, quelques-uns commencèrent à l'imiter. Parce que lorsqu'un leader change ses priorités, quelque chose bouge autour de lui. Mais le changement le plus profond ne se produisit pas dans le monde des affaires. Il se produisit dans le petit appartement où chaque après-midi, Élise courait vers la porte quand elle entendait ses pas. « Papa est arrivé ». Cette phrase devint le son le plus précieux de sa vie. Le magnat apprit des choses qu'il n'avait jamais considérées comme importantes. Il apprit qu'un devoir scolaire peut être plus urgent qu'une réunion, qu'écouter une histoire répétée 5 fois a plus d'impact qu'une conférence, qu'un câlin spontané peut guérir des années de distance. Il apprit à être sans agenda, à rester sans montre, à écouter sans interrompre. Un après-midi, alors qu'Élise dessinait à table, elle leva les yeux. « Tu te souviens quand tu m'as laissé m'asseoir avec toi au restaurant ?» Le magnat sourit. « Oui, tu savais déjà que c'était moi ?» Le magnat inclina la tête. « Comment ?» Élise haussa les épaules avec une naturalité enfantine. « Parce que tu avais l'air triste. Et maman dit que les personnes tristes ont parfois juste besoin que quelqu'un les regarde vraiment. » Le magnat sentit un nœud dans la gorge. Pendant des années, personne ne l'avait regardé vraiment. On l'avait admiré, on avait eu besoin de lui, on l'avait respecté, mais on ne l'avait pas vu. Cet enfant, si. Et cela changea tout. Avec le temps, le magnat décida d'autre chose. Il ne voulait pas seulement aider depuis l'intérieur de son foyer, il voulait transformer ce qu'il avait appris en quelque chose de plus grand. Il commença à financer des programmes pour pères absents.
Il créa des espaces d'orientation pour les hommes qui avaient priorisé le travail sur la famille. Il investit dans des cliniques publiques qui accueillaient les mères sans ressources. Mais cette fois, il ne le fit pas pour son image. Il n'y eut pas de conférence de presse, pas de plaque à son nom. Il y eut une action silencieuse. Un soir, alors qu'ils marchaient tous les trois dans un parc voisin, Élise prit la main des deux. « Maintenant, nous sommes vraiment une famille. » La mère et le magnat se regardèrent. Il y avait des cicatrices, il y avait une histoire, il y avait des erreurs, mais il y avait aussi une décision. « Oui, » répondit-il, « parce que maintenant nous nous choisissons tous les jours. » Élise sourit satisfaite. Le magnat comprit quelque chose d'essentiel. Être père n'était pas un titre, c'était une pratique quotidienne. Ce n'était pas un événement, c'était de la constance. Un après-midi, alors qu'ils organisaient des cartons pour déménager dans un endroit plus spacieux, non luxueux, mais confortable, Élise trouva son ancien dessin, celui des 3 figures se tenant la main. Elle le tint avec fierté. « Regarde, » dit-elle. « Maintenant, il ressemble vraiment. » Le magnat observa le dessin. La figure du père n'était plus distante. Elle était au centre, tenant fermement les 2 mains. « Merci de m'avoir cru, » murmura-t-il. Élise fronça les sourcils avec tendresse. « Je n'ai pas cru, je savais. » Cette certitude enfantine fut le plus grand cadeau qu'il reçut. Avec le temps, l'appartement fut laissé derrière. Non par honte, non par rejet, mais parce qu'ils pouvaient maintenant grandir ensemble. La nouvelle maison n'avait pas d'excès, elle avait de l'équilibre. Le magnat restait prospère, mais il n'était plus obsédé. Il avait appris à dire non aux réunions inutiles. Il avait appris que l'argent est un outil, pas une identité. Il avait appris que l'absence est plus coûteuse que toute perte financière. Un soir, alors qu'Élise dormait, la mère s'approcha du magnat. « Tu sais ce qui m'a le plus surpris ?» demanda-t-elle. « Quoi? Que tu n'aies pas essayé de te défendre quand tu as su la vérité ?» Le magnat respira profondément car il n'y avait pas de défense possible. Elle hocha la tête, et c'est ce qui a tout changé. L'humilité n'était pas une faiblesse, c'était de la maturité. Le magnat comprit que le véritable leadership ne s'exerce pas dans les salles de conseil. Il s'exerce dans les décisions intimes, en restant quand il est plus facile de partir, en écoutant quand il est plus confortable d'ignorer, en assumant quand il est tentant de justifier. Des années plus tard, quand Élise était déjà plus âgée, une maîtresse lui demanda d'écrire une rédaction sur la personne qui l'avait le plus surprise dans sa vie. Élise écrivit « Mon papa m'a surprise parce qu'il a décidé de rester. Il n'a pas parlé d'argent, il n'a pas parlé d'entreprise, il n'a pas parlé de cadeaux, il a parlé de présence. » Quand le magnat lut ces lignes, il comprit que son plus grand héritage ne serait ni des bâtiments ni des investissements, ce serait cette phrase « Il a décidé de rester ». Parfois, nous croyons que le succès se mesure à ce que nous accumulons, à ce que nous réalisons, à ce que nous montrons au monde. Mais la vie nous évalue silencieusement d'une autre manière. Elle nous demande « Étais-tu là quand quelqu'un avait besoin de toi? As-tu choisi de rester quand c'était inconfortable? As-tu vraiment regardé ceux qui t'entourent ?» Le magnat de cette histoire avait tout, sauf l'essentiel. Et c'est une simple question posée par une petite fille avec faim et espoir qui l'a obligé à se réveiller. « Papa, puis-je manger avec toi ?» Cette question ne parlait pas seulement de nourriture, elle parlait de compagnie, de présence, d'amour, car au final, nous ne nous souvenons pas de combien nous avons gagné, nous nous souvenons de qui était là. Si aujourd'hui tu as l'occasion de rester, fais-le. Si tu peux appeler, appelle. Si tu peux écouter, écoute, car le temps ne revient pas, mais les décisions peuvent changer l'avenir. Et parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de promettre, c'est de rester.